21 janvier 1974. Enfin, je retrouve Tahiti, inutile de préciser avec quelle joie. Le 20 février 1974, ce premier long séjour à Tahiti prend fin. Nous appareillons vers l'archipel des îles Australes avec à bord du matériel à livrer et des passagers rentrant chez eux. Du 21 février 1974 à 8 heures au 24 février 1974 à 9 heures, nous mouillons à Tubuai. Le temps est médiocre, mais je fais quelques pas à terre sur cette île déjà visitée. Du 25 février 1974 à 8 heures au 26 février 1974 à 16 heures, nous sommes à Rapa. Le bateau n'est pas entré très loin dans la baie, ce qui rend le transit en LCPS vers Oreilly assez long. Je passe la journée au village où ont été organisées quelques activités, notamment à la mairie. Je vais aussi jusqu'à la station météo de l'île. Sa situation géographique confère à ces observations un intérêt mondialement reconnu. En ce qui me concerne, je ne cherche qu'un point élevé, facilement accessible, pour y faire quelques photos en contrebas. Du 27 février 1974 à 8 heures au 27 février 1974 à 21 heures, nous sommes sur l'île Raivavae. Du 28 février 1974 à 7 heures au 28 février 1974 à 7h30, île Tubuai. Ici, nous débarquons par mauvais temps des passagers. Du 28 février 1974 à 22h, 22h30, au 28 février 1974 à 23h, île Raivavae. Nous prenons en urgence un passager du Saint-Onge. Ce dernier, en rentrant chez lui à Rapa, est brutalement tombé malade et doit être soigné en hôpital. Du 1er mars 1974 au 6 mars 1974 matin, nous sommes à Papeete. Nos missions au pas de course, tant aux Australes qu'aux Marquises, sont bien plus contraignantes que celles vécues antérieurement sur le Loudard de Lagrée. Du 6 mars 1974 au 9 mars 1974, le Henry est à Bora Bora, amarré au quai américain. Pour cette escale et la suivante, les copains ont obtenu l'autorisation de charger à bord leur bateau. Dès le premier jour, nous l'utilisons pour sillonner le magnifique lagon de Bora Bora, pour visiter les motus inhabités et aussi pêcher des coquillages sur les fonds sablonneux. Je découvre là d'autres aspects de l'île et c'est bien agréable. À l'après-midi, le hors-bord nous réserve une mauvaise surprise. Suite à un arrêt accidentel du moteur en pleine vitesse, ce dernier refuse ensuite obstinément de repartir. C'est après une bonne heure de pagaie et l'aide d'une embarcation du bord que nous retrouvons épuisé notre aviso. Les soirées dans l'île sont restées identiques à celles que j'ai connues autrefois. Restaurants, danses, bars pour les permissionnaires, projection en plein air d'un film pour une population qui vient moins nombreuse que par le passé. Du 9 mars 1974 à 11h30 au 12 mars 1974 à 8h, nous sommes à Whare, un village de l'île de Wainé, dans l'archipel de la Société. Ici aussi, le hors-bord nous procure de bons moments, avec un moteur à nouveau en ordre de marche. Sans trop nous éloigner du bord, quand même, nous l'utilisons pour la promenade et la baignade. Le 13 mars 1974, nous rentrons à Tahiti. Sur le chemin de retour, un tir d'exercice sur ballonnet est organisé. Les vibrations générées par la tourelle numéro 2 fissurent la coque en plastique du hors-bord, qui se trouve à proximité. Vraiment, nous n'avons pas de chance avec ce bateau. À Papeete, le Henry entre en indisponibilité pour entretien et réparation. N'ayant que peu de travaux à réaliser sur mon matériel, je mène à bien mon projet de plan pour le DRBC 32C. 9 semaines au total ont été nécessaires pour relever et dessiner 36 planches, dont certaines sont assez complexes. À partir des calques, je fais tirer des bleus en double exemplaire. Je monte ensuite 2 recueils en format italien, sous couverture souple, de manière à pouvoir éventuellement les plier.
Mon travail achevé intéresse les détarmes des avisos présents à Papeete, y compris ceux qui ne sont pas encore équipés de ce radar. Le 1er mai 1974, de 9h30 à 12h30, une sortie au profit des familles est organisée. Nous mouillons à Moorea, en baie de Papeto'ai, et l'après-midi, nous sommes de retour à Whareute. 2 mai 1974, le Henry appareille pour porter assistance au transport de chalands de débarquement Orage, échoué sur le récif de l'atoll de Tematangi. Le 3 mai 1974, entre 13h et 17h, sur place, notre intervention est un échec. Nous attendons maintenant un bâtiment mieux équipé que nous pour ce genre de manœuvre. L'Orage s'est séparé de certains équipements pesants pour diminuer son tirant d'eau. Une partie du pont d'envol amovible est passée par-dessus bord. D'où nous sommes, c'est l'un de ces éléments que je parviens à identifier avec les embarcations, elles aussi mises à l'eau. Elles tournent autour de l'imposant bâtiment dans l'attente d'être reprises. Ces mesures et la prise en remorque par une gabarre suffisent à tirer l'Orage de ce mauvais pas. Nous escortons ensuite un moment sur le chemin du retour la gabarre et le transport de chalands de débarquement. Nous rentrons avant eux à Papeete. Nous sommes le 4 mai 1974. Le 6 mai 1974, nous reprenons la mer. Les 7 et 8 mai 1974, le Henry, de conserve avec l'aviso escorteur commandant Rivière, effectue exercices et entraînements d'hiver. Nous mettons ensuite le cap sur l'atoll de Rangiroa. Le 9 mai 1974, à 10h, nous mouillons dans le lagon, devant le village de Tiputa. Dans l'unique hôtel de l'atoll séjourne actuellement le chanteur Jodassin. Il fait partie des invités au traditionnel cocktail d'escale organisé à bord pour les autorités locales. Il arrive dans une de nos embarcations, je l'aperçois parmi les personnes qui empruntent la coupée de mer pour monter sur le pont. Le lendemain, alors que les copains et moi nous marchons en bordure de lagon, en quête d'un endroit où se baigner, nous croisons le chanteur. Comme il est en bonne compagnie, nous n'échangeons qu'un discret signe de la main. Il se dit à bord qu'il aurait été sollicité pour interpréter une de ses chansons lors du cocktail. N'ayant à sa disposition qu'une sonorisation médiocre et privée de ses musiciens, il aurait refusé. Rien d'étonnant. Le 10 mai 1974, à 17h, nous quittons Rangiroa. Du 13 au 20 mai 1974, à Papeete, le Henry finalise sa préparation en vue des expérimentations nucléaires. Du 21 au 30 mai 1974, la mise en condition se poursuit en mer avec l'entraînement au sondage aérologique et divers exercices. Du 31 mai à 10h, Victor, au 03 juin 1974 à 14h, le Henry séjourne dans l'archipel Gambier, à Rikitea, village principal de l'île Mangareva. Marche, plage et pêche sont pour moi au programme de cette escale. Le 4 juin 1974, en matinée, nous participons à une école de feu avec d'autres avisos. Les tirs de 100 mm envoient par le fond le vieux pétrolier lac Chambon. Du 4 juin à 15h30 au 6 juin 1974 à 20h, nous mouillons dans le lagon de Mururoa. Du 6 juin après 20h au 26 juin 1974, le Henry est en mer sur les stations d'observation météorologique numéro 2 et 4. Le 16 juin 1974 a lieu un essai nucléaire baptisé Capricorne. La fonction durant ces expérimentations est partagée entre la mise en œuvre du radar de poursuite et le quart aux centrales opérations. Le DRBC 32C est bien plus fiable et plus précis que ne l'était le DRBC 31F du Doudard de Lagrée. Dans la boucle de poursuite, sa technologie lui confère des performances et une stabilité de fonctionnement dépassant celle des calculateurs de l'artillerie qui utilisent encore les servomécanismes
et une électronique à tube. Pourtant, le C-32 reste un élément de suspicion lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine d'un dysfonctionnement global de la poursuite. Du 26 juin 1974 à 21 h au 27 juin 1974 à 20 h, nous sommes à Mururoa. Du 1er juillet 1974 à 8 h au 4 juillet 1974 à 14h30, le Henri fait une courte escale à Papeete avant de reprendre la mer l'après-midi du 4 juillet 1974. Nous occupons le poste météo numéro 1 quand a lieu le tir Gémeaux, le 7 juillet 1974. Nous retrouvons ensuite notre base à Faréouté. Il y a des années que je collectionne les coquillages. À Tahiti, j'ai ramassé tout ce qui est à la portée d'un amateur et j'aimerais aller plus loin. Depuis peu, on nous a signalé l'existence d'une famille de navigateurs qui en fait le commerce pour financer voyages et pour entretenir le bateau. Les Maresco habitent à l'année sur un petit voilier amarré sur le front de mer en face de la passe. La cabine exiguë où ils vivent est encombrée de meubles à tiroirs, renfermant des trésors pour les connaisseurs. Les prix sont élevés mais justifiés par le bon état et la taille des coquillages auxquels on a gardé leurs opercules. Les origines sont mentionnées sur des étiquettes ainsi que les noms usuels et scientifiques. Quand je suis passé aux Philippines, on ne faisait pas mieux au Luvidmina Sea Shell Product de Cebu. Comme je lui en parle, le patron nous explique qu'il a déjà ramené des coquillages de là-bas. Je complète ici ma collection avec des porcelaines du récif tahitien. Elles sont peu communes et difficiles à trouver du fait de leur taille tournant autour du centimètre. Le colonel fait lui l'acquisition d'autres très belles porcelaines et de cônes. Ce sont les moyens financiers du jour qui nous limitent. Nous reviendrons, ça c'est sûr. Depuis mon premier passage à Tahiti, j'ai vu s'étendre et s'embellir la ville de Papeete. Pour les Iliens, la vie semble y être plus agréable, sinon plus attractive que partout ailleurs en Polynésie. La population augmente sans cesse, les activités commerciales se développent et les loisirs se diversifient. Ici comme dans les îles, le cinéma demeure l'un des spectacles les plus populaires et il connaît lui aussi une évolution. Un drive-in s'est construit il y a peu de temps à Faa et afin de satisfaire même les plus démunis, une fois par semaine, le tarif d'entrée est calculé pour chaque véhicule entrant, quel que soit le nombre de passagers. C'est ce jour que nous choisissons parfois, non pour réaliser une économie, mais pour le folklore qui s'ensuit. Il faut venir très tôt. On voit alors des trucks surchargés, passer la barrière d'accès au cinéma et déposer des familles entières. Plus une place de parking n'est libre. Les spectateurs s'assoient entre les voitures à même le sol. Ukulélé, cris d'enfants et chants résonnent jusqu'au début de la séance. Des odeurs de brochettes et de croque-monsieur flottent en permanence dans l'air. La bière, sortie d'on ne sait où, apparaît comme par magie entre les mains des hommes. Quand les lumières s'éteignent, un silence relatif succède aux cris de satisfaction. Au programme, il y a toujours 2 films d'action, style western, karaté ou film de guerre. Les gens s'agitent et crient quand il y a des bagarres. Tout au long de la projection, les commentaires vont bon train. Heureusement, le haut-parleur placé dans chaque voiture permet de suivre les dialogues. Ce soir, nous commençons par un western. Près de nous, de jeunes Polynésiens bien imbibés d'alcool se battent au poing. Je ne sais s'ils miment les scènes de l'écran, toujours est-il que les coups pleuvent et il me semble bien assénés. Par 2 fois, nous avons sur le capot de la 403 un de ces cow-boys tahitiens. Pas question d'intervenir, car les uppercuts changeraient de destinataire. Et il y aurait certainement des renforts pour casser du frani. Nous fermons seulement les portières et attendons la fin des hostilités. Bruce Lee tient la vedette du second film. Son succès est encore plus grand que celui des héros de l'Ouest américain. Nos bagarreurs ont été évacués. La séance se déroule et se termine dans un calme relatif.
Pendant le générique de fin, l'éclairage des voitures illumine l'écran et le parking. Les moteurs sont démarrés, on réintègre les trucks et c'est la ruée vers la sortie. On évacue, pare-choc contre pare-choc, au milieu d'un concert de klaxons, de cris et d'invectives. Nous assistons à tout cela depuis notre voiture, restée sagement à son emplacement, dans l'attente d'un apaisement de la situation. Le 23 août 1974, le Henri reprend la mer. Entre cette date et le 25, un tir d'expérimentation, Taureau, a eu lieu. Nous sommes alors au poste d'observation numéro 1. Du 26 août 1974 à 8 heures, fuseau horaire Victor, jusqu'au 28 août 1974 à 17 heures, nous relâchons à Rikitea, île Mangareva, dans l'archipel Gambier. Du 29 août 1974 à 14 heures, fuseau horaire Victor, au 31 août 1974 à 10 heures, nous mouillons à Mururoa. Du 31 août 1974 après-midi au 15 septembre 1974, nous sommes en mer. En fin de période, Verseau, le dernier tir de cette campagne d'expérimentation nucléaire, est réalisé. Il reste un sondage à effectuer avant de faire route sur Papeete. Le 16 septembre 1974, le Henri est rentré à Faréouté. À l'issue des campagnes d'essais nucléaires, les avisos escorteurs se voient confier d'autres missions. Pour l'enseigne de vaisseau Henri, une tournée de représentation dans le Pacifique est prévue, avec comme escale importante Kobe au Japon et Hong Kong. J'apprécie la cuisine locale, ce qui m'incite une fois à essayer un restaurant réputé pour sa carte exclusivement tahitienne. Les copains et moi, nous nous y rendons bien avant midi pour assister à l'ouverture du four tahitien. La plupart des aliments, viande et légumes, sont posés sur des galets chauffés préalablement à feu vif, au fond d'une fosse creusée dans le sol. Le tout est ensuite recouvert de feuillage et de terre, ce qui assure une cuisson lente et homogène à l'étouffer. L'ouverture est érigée ici en spectacle pour les clients. C'est intéressant à voir. À table, je goûte à tous les mets disponibles. Il manque cependant un élément prévu au menu, le fafarou. On nous explique que cette préparation particulière, que je connais seulement de réputation, n'est posée sur table qu'à la demande des consommateurs. L'odeur qu'elle dégage dérange souvent les clients qui n'apprécient pas forcément cette chose. Le fait est que ce qui s'échappe du récipient, même fermé, que l'on nous amène, laisse pressentir le pire. À son ouverture, les têtes de nos voisins se tournent vers nous et les nôtres se détournent du récipient. Nous mangeons quand même un de ces magnifiques filets de poisson en macération depuis je ne sais combien de temps dans de l'eau de mer. C'est surprenant même car le goût est bien moins prononcé que ne l'est l'odeur. Et c'est finalement tout à fait acceptable. Le 6 octobre 1974 à 17 heures, nous appareillons. Cap à l'ouest vers les îles Wallis. Au sud des Samoa, nous changeons de date et le 11 octobre 1974 à 9 heures, nous sommes devant Mataoutou. L'escale trop courte et les contraintes du service ne me permettent pas de retrouver les gens qui m'ont si bien accueilli en janvier 1973 lors de mon escale avec le Doudard de l'Agré. J'ai quand même le temps d'assister à une soirée folklorique organisée à notre intention au village. Entre autres danses, il y en a une qui m'impressionne particulièrement. Elle met en œuvre un groupe d'hommes manipulant de manière acrobatique des torches allumées. C'est d'un bel effet, surtout dans la pénombre ambiante. À terre, j'aperçois Tuita, le champion de France de lancer de javelot. Il est natif du territoire. Le 12 octobre 1974, à 8 heures, nous quittons Mataoutou. Le 13 octobre 1974, de 9 heures à 17 heures, nous mouillons à Futuna. Encore une escale trop courte qui n'offre que des possibilités limitées comme la promenade ou la plage. Sur la route littorale que nous empruntons, des enfants réclament une prise de photo qu'ils ne nous demandent même pas de leur envoyer.
C'est pour vous faire un souvenir, disent-ils. Au bord d'une rivière, un groupe de femmes lave du linge. Elles nous observent et commentent abondamment notre passage en riant. Des échanges amicaux s'établissent ici, avec une population qui exprime toujours sa déception, son sentiment de délaissement, une différence de traitement entre les deux îles principales de ce territoire. Du 16 octobre 1974 à 10 heures au 17 octobre 1974 à 8 heures, le Henri fait escale à Nouméa où il ravitaille en gasoil. Là aussi, le temps manque. Il faut limiter les ambitions de découverte. Au moins ici, je sais où aller. Le 29 octobre 1974 à 10h30, fuseau horaire India, après une traversée de 12 jours, nous arrivons avec le commandant Rivière, notre chef de division, à Kobe, au Japon. L'organisation de l'escale, les excursions proposées ne me semblent pas du même niveau qu'en 1972. C'est dommage, mais de toute façon, j'ai cette fois d'autres choses à faire. J'ai des promesses à tenir. Dès le premier jour, je recherche activement le matériel qui m'a été commandé. Je m'aperçois que celui qui figure sur ma documentation est dépassé. Il est même, me dit-on, retiré de la vente. On me propose mieux pour un peu moins de la moitié de sa valeur en France, paraît-il. Le lendemain, en compagnie des copains, j'achète la puissante chaîne haute fidélité, repérée la veille. J'achète aussi une caméra Super 8 de haut de gamme et le transistor pour Janou. Après paiement, en dollars, tous nos achats sont chargés sur 2 voitures break de la société. On nous conduit ensuite en douane pour remplir les formalités d'exportation. Enfin, les chauffeurs nous déposent devant notre bâtiment et ils portent eux-mêmes les volumineux colis jusque dans nos postes. Tout cela est compris dans la transaction. Chapeau les Japonais. Les jours suivants, libéré de l'essentiel de mes obligations, je conduis un peu les pas des copains au travers de la ville. J'ai tellement circulé ici, dans un passé pas si lointain, qu'il me reste en mémoire quelques points de chute intéressants. Je suis bien sûr heureux de revoir le Japon, même si cette escale ne m'apporte rien de plus que la première. Le 4 novembre 1974 à 10 heures, nous quittons Kobe. Le 8 novembre 1974 à 8 heures, le Henri est à Hong Kong. Les copains et moi, nous prenons un taxi pour rejoindre l'hôtel Hilton, où nous comptons changer des devises. La location en dollars Hong Kong délivrée à bord est insuffisante au regard de nos projets. D'après les conseils qui nous ont été donnés, nous devrions, ici, échapper aux commissions importantes pratiquées ailleurs en ville. Nos affaires étant faites et après un premier verre consommé au bar de l'hôtel, nous partons à la découverte de Victoria. Je pèse discrètement sur le choix de notre itinéraire en éliminant les endroits d'un intérêt moyen. C'est une fois encore, et en dehors des grandes artères, que je trouve, ou plutôt que nous trouvons, les commerces qui nous intéressent. Comme à mon premier passage, je dévore des yeux tous ces magnifiques objets étalés dans les vitrines. Pour offrir à mon retour, j'achète des pièces de soie de couleurs différentes, finement brodées, venant de la Chine populaire. Dans la boutique, je suis en concurrence avec 2 sympathiques américaines qui achètent sans compter, au point de presque vider le stock. Elles m'expliquent que chez elles, ces broderies valent bien plus cher. Une seconde sortie nous conduit à Aberdeen. Cette cité flottante me fascine autant que la première fois où je suis venu. Et puis je me rends dans le quartier chinois. Au milieu des immeubles sans âme, je suis seul à savoir pourquoi, ce soir tombant, à mon initiative, nous enfilons des rues et des rues, toutes semblables et sans intérêt touristique. Je ne retrouve pas ce que je suis venu chercher ici, et sous la pression des copains, et aussi pour ne pas continuer seul, je renonce.
Des nouveaux territoires, je ne connais que Kowloon. J'ai l'opportunité maintenant de me rendre sur la frontière entre la colonie de Hong Kong et la Chine populaire. Une ligne de chemin de fer conduit à Lo Vu, dernière station avant de traverser la frontière. Nous lui préférons un quart d'excursion mis à la disposition de l'équipage. Nous laissons Kowloon et entrons dans les terres du continent asiatique. Nous longeons les criques, des criques aux rives verdoyantes plongeant dans les eaux bleues de l'archipel. Partout sur le littoral, des groupes de sampans et de jonques sont au mouillage. Nous effectuons un arrêt à proximité d'une de ces concentrations de bateaux, auprès d'un établissement qui, lui aussi flottant, est spécialisé dans la restauration et dans la vente de souvenirs. J'y achète 2 petits livres rouges, l'un en français et l'autre en chinois. Le car nous dépose ensuite à l'unique point de passage entre les 2 pays. Une voie étroite s'engage dans la zone neutre placée sous la surveillance des 2 États. Le contrôle doit se faire plus loin, car je ne vois ici aucun fonctionnaire près de la barrière. Seules quelques personnes circulent, à pied ou en vélo, sur la petite route bétonnée. Un camion chinois d'un autre âge s'apprête à l'emprunter vers le nord. Juste à l'entrée, une boutique propose à la vente divers objets et produits locaux. Nous prenons un chemin de terre qui, au bout d'une poignée de minutes, nous conduit au belvédère surplombant la zone neutre. De là, je vois à l'horizon une chaîne de moyennes montagnes au sommet rond et bleuté. Le piémont est verdoyant, puis dans la plaine qui s'étend ensuite, la couleur jaune domine, évoquant des champs de céréales mûres. Plus près, les méandres d'une rivière matérialisent la frontière séparant les 2 territoires. Entre cette séparation et notre observatoire, de longues pièces d'eau, délimitées par des diguettes, abritent des élevages de canards. Les touristes sont nombreux à se presser ici pour obtenir quelques images de ce pays fermé qu'est la Chine de Mao. Le panorama est assez joli avec ses pins typiques aux longues aiguilles déployées en boule, avec ses pièces d'eau bordées de maisonnettes sur pilotis, avec ses collines boisées posées comme des îlots sur la plaine, avec ce soleil qui donne couleur et relief au paysage. Sur le retour, je me dis que ce détour valait la peine. Mon second passage à Hong Kong se termine et je suis globalement satisfait de l'escale. Je ne puis cependant m'empêcher de comparer ces quelques jours avec les instants autrement forts vécus autrefois sur le Doudard de Lagrée.